Si je trouve pas 3 millions, dans les 15 jours, malgré tous nos efforts, je devrais dire que c'est la fin de l'aventure. On se sent bien seul en tant que dirigeant quand on fait ça, hein, parce qu'on sent le poids de la charge. Et là, il est intense, hein, on le sent pleinement. Qui aujourd'hui est capable de dire, si tu investis 1 million d'euros, tu vas gagner X millions d'euros. On va lui dire, tu vas gagner telle exposition. Ouais. Les maths sont plus complexes à faire que ça, quoi. Travailler la rentabilité, c'est aussi se poser des questions parfois difficiles et faire des choix difficiles. L'impact de ce qu'on a pu voir dans les comptes peut avoir un impact différent dans la vie hors Excel. Parce que bon, dans Excel, on fait de la magie, hein. La boîte, on l'a rendue rentable en une dizaine de mois. L'IA ne remplacera pas la prise de décision, ne remplacera pas de prendre des décisions, sans conséquences. Les conséquences, l'IA s'en fout, en fait. Il a dirigé une boîte de voyage de près de 90 millions d'euros, environ 150 collaborateurs en plein Covid. Sébastien Venturini est l'ancien CEO de Weekend Desk et son histoire, c'est celle d'un dirigeant qui se retrouve avec un business quasiment à l'arrêt, des clients à rembourser, une trésorerie qui s'assèche, des équipes qu'il ne peut plus payer et une boîte qui passe à 3 jours du dépôt de bilan. Sébastien, bienvenue dans Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs. Merci, ravi. Alors, j'ai parlé de cette galère et de cette situation. On parlera aussi des bons moments de Weekend Desk. Mais pour entrer dans le vif du sujet, quand tu comprends que Weekend Desk peut tomber à 3 jours du dépôt de bilan, qu'est-ce que tu fais dans les 24 premières heures? Comment on réagit? Alors, d'abord, il y a un effet terrible. C'est que le Covid, comme tout le monde le sait, et le confinement devait durer 15 jours. Bon, alors quand on dit 15 jours, c'est bon, n'importe qui peut survivre à 15 jours. Le problème, c'est quand ces 15 jours se multiplient dans le temps, sur une durée indéterminée. Donc, ce qui se passe, c'est, d'une part, dans le voyage, Weekend Desk était une société spécialisée dans le voyage, il y a un flot client en panique qui appelle. C'est-à-dire qu'il faut traiter les clients. Il y a déjà du support. Exactement. Remboursez-nous, il faut absolument que... On ne va pas pouvoir faire le voyage, il faut le décaler, etc., etc. Ce qui amène à un choix à ce moment-là. Je rembourse tout de suite ou je rembourse pas tout de suite. Et ce choix a été déterminant par la suite, parce que la raison économique voudrait qu'on retienne un peu. Tu gardes ta trésorerie. Il faut garder la trésorerie, parce que quelque part, c'est le nerf de la guerre. Mais d'un autre côté, fidélité client oblige. Donc moi, je fais le choix de rembourser les clients, parce que cette crise est temporaire, et donc à un moment, il va bien falloir ressortir de cette crise. Donc je rembourse les clients. Mon directeur financier me dira à plusieurs reprises, on a été trop rapide. On a été trop rapide. Toujours, évidemment. Vous le savez, des entrepreneurs, j'en interview des centaines. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un en particulier. C'est Fabien Prêtre, cofondateur de l'imprimerie en ligne Fulfiller, basée à Orléans. Fabien est déjà monté sur scène d'un des événements Comment t'as fait pour partager ses secrets de croissance fulgurante. Et aujourd'hui, il est aussi sponsor du podcast Comment t'as fait. Normal, l'entrepreneuriat, il l'a dans la peau. Son obsession, l'ultra satisfaction client. Avec Fulfiller, vous imprimez tous vos supports de communication, petits et grands formats. Top prix, délai express, qualité garantie. Roll-up, mur d'image, carte de visite, signalétique, textile et objets publicitaires, tout est là en un clic. Et si vous avez une question, l'équipe vous répond en moins de 45 secondes avec le sourire. Alors, rendez-vous sur fulfiller.com, votre imprimerie en ligne, et boostez la communication de votre entreprise. Un chef d'entreprise, c'est un pilote. Et pour piloter, il faut les bons outils. Le problème, c'est que chaque jour, des nouveaux outils arrivent sur le marché, si bien qu'il est difficile de trouver celui qui couvre tous les besoins de l'entreprise. Des actions marketing à la gestion de projet en passant par le CRM ou encore les RH. Et ce, sans empiler les abonnements et les connexions à créer entre les différents environnements. En 2021, j'ai trouvé la solution tout en un pour piloter mes entreprises. Plus de 45 applications intégrées, connectées dans un seul environnement avec intelligence artificielle et me donnant une vision globale de mes entreprises depuis mon ordinateur au bureau ou bien en mobilité sur mon téléphone. Cette solution, vous l'avez déjà vu sur le podcast Comment t'as fait, c'est Zoho One. Pour 37 € par mois par utilisateur, je dispose d'un environnement complet, sécurisé et accessible sans explosion des coûts liés à la multiplication des logiciels. Vous aussi, vous pourriez en bénéficier. Je vous partage un lien d'essai gratuit dans la description de l'épisode. Allez, retour à mon invité du jour. Mais il faut penser à l'après. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On rembourse les clients, la trésorerie s'assèche, tout le monde est en chômage partiel, voire à l'arrêt complet, et le business ne repart pas. Donc la trésorerie s'assèche. Et je me souviendrai toujours de ce moment, très difficile en tant que dirigeant d'ailleurs, c'est quand on fait un HoloLens, donc une prise de parole à toutes ces équipes. Et là, je leur dis, je sais qu'on travaille tous dur. Par contre, si je trouve pas, à l'époque c'était un peu moins de 3 millions, si je trouve pas 3 millions, dans les 15 jours, malgré tous nos efforts, je devrais dire que c'est la fin de l'aventure.
Ça, c'était ton cash burn mensuel? Enfin, c'était pour payer les salaires, pour Ouais, payer ouais, les c'était pour charges? Ouais. répondre à toutes mes obligations, Ouais. mes obligations. Et là, c'est un moment de solitude atroce parce que on coupe la caméra Ouais. et on est en contact. Enfin, c'est asynchrone, c'est-à-dire Ouais. que on est seul en tant Ouais. que dirigeant. On vient d'envoyer un pavé phénoménal auprès Ouais. de tous ses salariés. Tu sais que tout le monde est déboussolé, se Exactement. questionne. Et là, on se sent bien seul en tant que dirigeant quand on fait ça, hein, parce Ouais. qu'on sent le poids de la charge. Et là, il est intense, hein, on le sent pleinement. Et puis arrive un premier message sur Slack, sur ma messagerie. Merci pour la transparence. Et puis un autre qui dit waouh, pas facile. Et puis Mmh. d'autres qui commencent à arriver en disant Sébastien, est-ce que on te met en difficulté légalement si on travaille quand même? Mmh. Alors je pouvais plus les payer. Ouais, alors que là, tu t'attends à plutôt dire, dès que j'ouvre mon ordi ou mon WhatsApp ou autre, je vais recevoir Je vais des, recevoir des flots durs. ouais, ouais. Et bah pas du tout. Donc là, je commence à recevoir quelque chose que j'ai mis du temps en fait à comprendre rétrospectivement, mais j'ai récolté les fruits d'une culture de boîte Mmh. et d'un support de boîte. Et rares d'ailleurs sont les dirigeants qui ont la chance. Et oui. Enfin, c'est presque vite dit. Pas La de cette chance de vivre situation-là, ça, mais exactement, de mais vivre ça en fait, de se sentir vraiment soutenu par ses ouais. salariés en se disant on va tous se défoncer pour Mmh. sauver la boîte. Donc en fait, on le vit pas bien hein, quand même, Mmh. globalement. Ouais. Ouais, ouais, donc OK, donc là, toi, tu choisis, de manière un peu contre-intuitive, on va dire, de dire: «Non, bah, on va se séparer de la trésorerie, on va se mettre à risque et moi, il faut que je trouve». Tu les as trouvés où, toi, ces 3 millions? Comment tu as fait du coup? Bon, ça a été un parcours du combattant dur. Il y avait les PGE à l'époque, donc Ouais. les prêts garantis par l'État, auxquels je n'étais pas éligible pour une raison simple. Enfin, il y avait des subtilités dans les petites lignes qui faisaient qu'en fait, j'étais pas éligible aux prêts garantis par l'État, donc j'avais pas de support. J'ai fait un lobbying de fou furieux. J'ai appelé des directeurs de cabinet de ministres. J'ai Mmh. appelé des ministres, le médiateur de la République pour avoir le soutien des banques. Mmh. Rien. Rien du tout. Toutes les portes étaient fermées. Parce que les critères, c'était quoi? C'était fallait avoir, un lieu physique qui fermait? Non, en Fallait fait, le critère, en tout cas, qui faisait que moi, j'étais non éligible, en tout cas, du premier paquet mmh. d'aide à l'époque, c'était fonds propres positifs. Et il D'accord. s'avère que mes fonds propres étaient négatifs. D'accord, ouais. Sauf que dans la loi de programmation budgétaire, le deuxième pack, Mmh. je devenais éligible, puisque y compris les sociétés en fonds propres négatifs devenaient éligibles. Et je me souviendrai toujours d'une discussion avec le responsable de ma banque, le président du directoire de ma banque de l'époque. Et je lui dis, mais en fait, on a tout pour obtenir ça. Et il me répond un truc incroyable. Il me répond, on a peur que l'État fasse défaut de sa garantie. Ah oui? Ouais. C'est pas un truc que tu mets dans la presse, ça? Non. Et d'ailleurs, j'ai eu très envie de lui écrire un mail. Non, d'ailleurs, je lui ai écrit un mail. Je lui ai écrit un mail. Je me souviens, c'était parce que j'étais assez énervé de ce type de réponse quand même. Ouais. Donc, je lui ai écrit un mail en disant merci pour l'entretien. J'ai bien noté qu'en fait, vous me refusiez l'accès aux prêts garantis par l'État pour ce motif-là. 3 semaines de silence. Je reçois une tartine comme ça, écrite par un avocat qui dit que c'est pas ça, etc. Mmh. En tout cas, néanmoins, je me suis pas retrouvé avec un support de trésorerie. Donc, une fois qu'on a tout épuré, les banques, le lobbying, il reste une action, Mmh. son actionnaire. Mmh. Et donc là, Et quand j'appelle on a mon un? actionnaire. Alors, j'avais un actionnaire, un actionnaire majoritaire, et j'appelle mon actionnaire et je lui dis voilà où on en est, voilà tout ce qui a été fait. Je l'ai fait venir sur des meetings aussi Mmh. pour qu'il apporte aussi son Oui. poids. On a 2 choix face à nous. Soit on met la boîte au tapis et elle sera reprise pour des clopinettes. Soit tu me fais un bridge, tu me prêtes l'argent. Cette crise va avoir une fin. Mmh. Je te rends Le l'argent. bridge, il est pas dilutif, du coup? Non, Non, c'est juste la un trésor. La OK. trésor. Et donc, tu me prêtes l'argent dans on était en mai, donc au plus tard en août, tu le récupères. Parce que de toute façon, l'été, c'était certain que pendant l'été, l'activité allait reprendre. La France, en tout cas, pour parler que de ce pays-là, la France ne pouvait pas se permettre d'avoir un Oui, été parce qu'on blanc. vit beaucoup du tourisme aussi. Exactement. Ouais. Et donc, je lui dis, je te rends l'argent en août. Et il me fait attendre jusqu'à 3 jours avant le dépôt de bilan en me disant est-ce que tu es sûr d'avoir tout essayé? Il a fait son job. Hein. Il a fait son job à la fois de me challenger à essayer de trouver d'autres solutions, et il a fait son job d'actionnaire avec un vrai soutien. Donc, il a apporté la trésor nécessaire. Et je peux t'assurer que quand tu communiques ça à tes salariés à 3 jours seulement de la date d'échéance, tu es heureux de pouvoir leur dire
Ouais. C'est bon. Mais On a surtout quand ils passé le cap. reçoivent l'invitation, OK les gars, on va tous On va se faire un all-hands. discuter à 3 jours 3 jours de la deadline. Ouais, Ils bah, doivent, après, je leur parlais toutes les semaines. Hein. OK. Toutes les semaines en période de crise, Donc je ils savaient que faisais c'était des quand même all-hands. pour quelque chose de positif si tu les réunissais? Ah, pas forcément, non. Non? Ouais. Non, pas forcément. Ouais, donc pas des situations simples, mais des situations qu'on vit en tant qu'entrepreneur. Bah, Ouais. voilà, on n'est pas que pour les bons moments et on a aussi cette responsabilité-là de parfois diffuser des messages ou prendre des décisions qui sont compliquées. Ouais. C'est le quotidien. Bon, t'en as pris une. Il y avait combien de collaborateurs à ce moment-là? Alors, je pense qu'on était environ 150. Ouais. 150. Ouais, donc Ouais. ça fait quelques familles. Oui, ouais, ouais, ouais. Et ce poids-là, on le sent. Hein. On le sent bien. Hein. Surtout quand on est déconnecté de ses équipes. Parce Ouais. qu'on était derrière un ordinateur et on coupe. Oui, donc tu n'as même pas le côté l'énergie de la Non. présence où tu peux aussi rassurer, tu peux avoir des Non, des rien, gestes. rien. Vraiment très déconnecté. Ok. Et toi, ton équipe, elle était répartie, tout le monde était à Paris, ils étaient ailleurs. Enfin, comment tu t'es organisé à ce moment-là? J'avais 2 bureaux. J'avais Ouais. un bureau à Paris et un bureau à Barcelone. Ok. Le gros de mes effectifs était à Barcelone. D'accord. Puisque Weekendesk opérait dans 5 pays. Ok. Et donc, les territoires internationaux étaient pilotés depuis l'Espagne et la France était pilotée depuis la France. Ok. Mais donc, j'avais vraiment ces 2 bureaux. Et tu as une équipe internationale à ce moment-là? Ouais, on avait 18 nationalités. On couvrait 5 Ok. pays opérationnellement, mais on avait 18 nationalités dans Ouais, donc dans en la plus boîte. avec des cultures et des rapports à l'argent, au salaire et puis à la situation Ouais. différentes. Oui, et en plus, chaque situation dans chacun des pays était différent Oui. pour chacun. Il y avait certains qui avaient des confinements, d'autres qui avaient moins de confinements, d'autres qui autorisaient certaines dispositions sanitaires et pas d'autres. Ce qui a été une force, hein, d'ailleurs, accessoirement, parce que quand un territoire a commencé à se rouvrir, on a pu opérer dans ce territoire, Ouais. compensant difficilement les autres, mais en tout cas, on a pu être réactif. Alors, on parle beaucoup souvent dans les entreprises de chiffres, d'acquisition, clients, etc. Avant d'aller sur ces volets-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir sur ce que tu as dit à plusieurs reprises, c'est la culture d'entreprise. Ouais. On rêve d'avoir une culture d'entreprise comme ça, en tout cas des retours comme ça de collaborateurs. Qu'est-ce qui explique que, selon toi, ça a été le cas chez Weekendesk? On met du temps à réaliser comment on en arrive là. Mhm. Mais en tout cas, les dirigeants que j'accompagne aujourd'hui me posent la même question. Et le pattern, en tout cas que j'ai déterminé, s'appuie sur 3 éléments. Le premier élément, c'est la vision. Et alors, ça fait un grand mot tarte à la crème. Hein, parlons de la vision d'entreprise. Mais quand je dis la vision, c'est d'être le plus clair possible. Mais ça aussi, ça reste abstrait. Et le répéter jusqu'à ce que les collaborateurs finissent vos propres phrases, en fait. Et ça, c'est rarement fait. C'est-à-dire que moi, tous les mois, je disais systématiquement la vision d'entreprise. Parce que si on le dit une fois à l'occasion du kick-off de l'année et une autre fois au séminaire de la moitié d'année, tout le monde a perdu le cap. Il faut résister à celles et ceux qui vous disent « Non, mais pourquoi tu nous le répètes tous les lundis ou tous les mois? On le sait. » Non, il faut le redire. Ouais. Et vraiment, c'est épuisant. Hein. Il faut le dire encore et encore et encore. Donc, pour la culture, en tout cas de performance de la boîte, c'est 1, la vision. 2, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai tiré de ça, c'est la distribution des responsabilités. Je ne parle pas de délégation, la distribution des responsabilités. C'est-à-dire que il faut confier le total ownership et leadership sur des sujets donnés. Et ça change tout. C'est-à-dire que c'est pas de dire aux autres quoi faire, c'est leur dire voilà ton objectif, maintenant tu peux faire. C'est à toi de l'atteindre et prends le chemin que tu veux pour l'atteindre. Il faut se déléguer de la responsabilité. Si on concentre trop le pouvoir, en fait, personne ne se sent habité par cette vision d'entreprise. On l'accomplit pour qui? Pour Sébastien ou pour Weekendesk? Non, il faut l'accomplir pour soi. Et ça, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui le comprennent d'un point de vue rationnel, mais qui, d'un point de vue émotionnel, ont du mal à lâcher parce que c'est, à la fin, la responsabilité, oui, certes, du collaborateur, mais c'est toi, le mandataire de l'entreprise, qui est responsable pénalement, légalement, financièrement de la situation. Donc, ça, c'est pas simple pour les entrepreneurs qui t'écoutent, j'imagine. Alors, c'est pas simple, mais pour autant, il y a une différence. En tout cas, j'ai toujours marqué la différence entre 2 éléments. C'est la liberté et l'autonomie. Moi, ce que je veux, c'est développer l'autonomie. C'est-à-dire qu'on a donné le cap, et après, les personnes sont autonomes pour atteindre ce cap. La liberté, c'est je fais ce que je veux quand je veux. Pas tout à fait la même chose. Non. Donc,
Développer l'autonomie, c'est confier les responsabilités. Mais tant qu'on n'a pas ce lâcher prise, Ouais. c'est un vœu pieux, quoi. On n'y arrive pas. Donc, c'est-à-dire être très clair sur ton système organisationnel Ouais. d'entreprise. Quelles sont les responsabilités, les fiches de poste de chacun. Truc un peu, voilà, parfois boring, où on se dit, oh, ça me saoule de prendre du temps pour écrire tout ça. Ouais, mais en fait, si tu le fais pas, comment tu veux attendre de quelqu'un qu'il fasse quelque chose si c'est pas écrit quelque part, ou en tout cas si c'est pas partagé que ça doit être fait. Si la destination est pas claire, ou elle a été dit 1 ou 2 fois, si les moyens pour l'atteindre, à savoir qui est responsable de quoi, n'est pas clair, on ne sait pas où on va et on ne sait pas qui dirige. Ouais. Et donc, ton troisième point? Le troisième point, c'est ça a été une leçon qui est sur la présence et le micromanagement. Ok. Je pense que ça, rétrospectivement, je pense que ça aurait été un reproche qu'on aurait pu me faire, qui est pas assez proche des collaborateurs ou pas assez au quotidien à leur côté. Ouais, quel sens derrière proche? Parce que proche, il y a la proximité Exactement. relationnelle, mais il y a la proximité physique aussi. Ouais, alors en fait, il y a les deux. Et je pense que, en tout cas, ça a été mon approche, ça a été de dire, quand on est très aux affaires, on tend vers quelque chose qui est du micromanagement. Et c'est un vrai biais, hein, mais on tend sur le micromanagement, on est au courant de tout, sur tous les détails, etc. Et on va se substituer à la motivation propre des gens. C'est-à-dire que c'est nous qui allons les motiver par notre présence, parce que c'est nous qui portons la vision d'entreprise. Et donc, si on micromanage et qu'on est la source de motivation, on ne permet pas aux gens en fait, de se développer et d'être meilleurs. Donc, je pense que être en position méta, un peu en dehors, est une vraie force. À la seule condition, c'est d'être présent et totalement présent au moment critique. C'est-à-dire, les moments décisionnels, il faut être présent. Voilà les 3 points. Et juste pour compléter le dernier, j'avais une chance immense, c'est que j'étais entouré d'une équipe, mon équipe de direction, qui était d'un excellent niveau. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas été aux affaires dans le détail, mais par exemple, ma directrice des opérations, elle était partout. Oui. Et du coup, distribution des rôles. Oui, parce que tu avais quelqu'un sur qui tu pouvais compter, qui avait l'expérience, l'expertise, et donc voilà, qui prenait. Mais ça, c'est savoir aussi déléguer, donc c'est ce que tu as bien fait finalement. Oui, et recruter. Et en vrai, un dirigeant n'est rien sans ses équipes. Que ce soit son équipe, sa garde rapprochée, ou que ce soit ses équipes plus distantes. Donc, savoir s'appuyer sur les vraies forces de son comité de direction, c'est essentiel. Alors là, on parle justement de direction générale, mais tu n'as pas d'abord été DG de l'entreprise. Non, je suis arrivé en tant que CMO. Je suis arrivé en tant que CMO. Donc au marketing. Exactement, ouais, directeur marketing. Et c'était amusant parce qu'en fait, au moment où je rejoins l'entreprise, je m'entendais très bien avec le CEO de l'époque. Au moment où je rencontre le responsable du conseil d'administration, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là en fait en tant que CMO? Tu devrais être DG. » Moi, je lui réponds très simplement. Je lui dis « Moi, je suis un joueur d'équipe. Je m'entends très bien avec le précédent CEO. Le jour où vous avez des projets, où il a des projets différents, vous me mettez sur la liste. » Et puis voilà. Oui. Je pense quelque part qu'il y avait un agenda caché parce que très peu de mois après, en fin de compte, il y a eu une ouverture et une recherche de CEO. Et c'est là que j'ai pris, très peu de mois après, j'ai pris la succession. Ok. Mais toi, avant, tu étais déjà dans l'entreprise ou pas? J'étais déjà, pardon? Dans l'entreprise ou pas? Non, tu as été recruté. Ah non, j'ai été recruté, ouais. D'accord. Et tu avais des parts à un moment donné dans l'entreprise? Ouais. Ok. Donc ça faisait partie quoi, d'un package, c'est ça? Ouais. C'est dans un man pack classique de. Et ça, pour toi, est-ce que c'est obligatoire, important, tu vois, de pouvoir aussi incentiver les postes clés avec une partie des parts d'une entreprise? Il y a 2 réponses à ça. Il y a 2 réponses. Je pense, alors pour les dirigeants, oui. Ouais. Parce que il est essentiel d'être aligné sur le long terme. Et pour être aligné sur le long terme et d'être très fortement générateur de valeur et pas chasseur de primes, c'est essentiel d'être incentivé au capital. En revanche, est-ce que c'est essentiel pour tout le monde? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pour une raison simple, c'est qu'il y a aussi plein de personnes qui ne sont pas sensibles en fait à avoir un pouillème de pourcentage, parce que souvent on parle vraiment d'un pouillème de pourcentage. Est-ce que pour eux c'est une représentation suffisamment forte et une motivation suffisamment forte? Pas sûr. En tout cas pour les dirigeants, oui.
Oui, bien sûr. OK. Parce qu'on parle souvent de tout ce qui est BSPCE, enfin, tu vois, pour les startups et cetera et cetera. Donc, se pose toujours cette question-là parce que tu le fais au tout début de l'aventure, souvent. Mmh. Mais bon, rien ne dit que la relation va fonctionner et que la personne va, donner finalement son plein potentiel. Sachant que, bah, toi, à ce moment-là, quand tu lâches des pourcentages, bah, ça a une valeur qui monte dans le temps. OK. Alors on a dit tout à l'heure 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais comment ça s'est passé pour atteindre ces 90 millions? Il y a eu un long chemin avant. Ah oui. Voilà, est-ce qu'on peut revenir sur cette période-là? C'était quoi, les stratégies justement, peut-être d'acquisition, de clients? Est-ce que le digital a beaucoup aidé? Pas du tout? Enfin voilà, et on va aller creuser le modèle économique de Weekend Desk. Comment finalement l'entreprise gagne de l'argent et quel est son modèle? En quoi? Bah, finalement, sur le marché, ça a fonctionné. Et puis, tu as dit tout à l'heure aussi autre chose, alors je te fais ma liste au Père Noël, hein, de tout ce qu'on va évoquer. Tu parlais tout à l'heure de capitaux, propres qui étaient, négatifs. Donc on va parler de rentabilité, Ouais. pour voir, voilà, en quoi l'entreprise était, rentable ou pas, ou était sur le chemin de la rentabilité. OK. Sacrée liste au Père Noël. Il y a au moins 3 sujets. Il y a au moins 3 sujets. Comment est-ce qu'on atteint cette taille-là? D'abord, on atteint cette taille-là avec, un produit et une promesse claire. La promesse, de Weekend Desk, c'était: «J'associe un logement avec, une activité». L'activité pouvait être un repas, un dîner, une activité à faire sur place. Sportive ou, Exactement. On bundle les 2. mmh, Et c'est ça qu'on promet. Et la promesse qu'on a installée en retravaillant le branding de Weekend Desk, c'était: nous sommes le spécialiste du court séjour local. C'est-à-dire que mmh, venez pas chez nous pour aller faire un week-end à Budapest. mmh, Si vous êtes français, par contre, on va vous trouver quoi faire à 1 heure de voiture de chez vous. mmh, En gros, le jeudi soir, si je sais pas quoi faire, on se ferait bien un week-end? Ouais, on va où? Je sais pas. On va faire quoi? Je sais pas. Weekend Desk est la réponse. mmh, C'était ça le positionnement. Donc, on commence par une proposition de valeur claire. Ensuite, on va sur un territoire clair et on explore le territoire jusqu'à atteindre un degré de maturité qui soit suffisamment fort qu'il est légitime d'aller sur un autre territoire à côté. mmh, Et pas, j'ai mon offre, je l'ai créée worldwide, parce que ça reste du voyage, ça reste assez oui, manuel hein, comme travail. Mais je démarre pas sur toute l'Europe. Et je grandis de cette manière-là, pays par pays. Ça, c'est une première brique. Ensuite, il y a eu la brique d'accélération qu'on a apportée, qui était la brique de la distribution. Tu as posé la question de la distribution. Est-ce qu'on était digital ou mmh, physique? On n'était que digital. On mmh, n'était distribué que par Weekend Desk, le site internet. Et par contre, très vite, on s'est rendu compte que d'autres fournisseurs nous appelaient en disant: vous avez un catalogue unique de quoi faire dans un pays et par région. mmh. Est-ce que vous pouvez nous confier ce catalogue parce que nous, ça pourrait plaire à nos clients? Et donc, on a ouvert la distribution à plein d'autres types de distributeurs, essentiellement Leclerc Voyage, Lidl Ouais, Voyage. Fnac et les autres. Alors Fnac Même Voyage, pas? Fnac Voyage a connu une vie particulière, mais en tout cas, de mémoire, non, on n'a pas développé Fnac Voyage. Mais donc, on a ouvert la distribution à d'autres, ce qui a un effet assez accélérateur en termes de volume. En termes de marge, c'est un autre Ouais, effet moins de parce marge, que j'allais dire, ouais. c'est un autre effet, surtout avec les marques que je t'ai citées, qui sont issues de la grande distribution. Et on sait à Ouais. quel point travailler avec la grande distri, c'est à la fois un défi. Oui, et puis quand tu proposes des prix, pas chers, en tout cas, c'est, ton positionnement. Tu négocies ça aussi avec tes fournisseurs, donc Exactement. Donc, en revanche, en tout cas, en termes de reach, en termes d'atteinte de cible, ouais, ça vous c'est élargit, c'est ouais. un gros démultiplicateur. OK. Voilà les deux axes. Non, mais ça, c'est intéressant, tu vois? Justement pour se dire en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, bah, ma distribution, comment elle est? Est-ce que j'ai exploité finalement tous les canaux de distribution que je peux avoir à disposition ou pas? Est-ce que je me concentre sur un et par contre je le ponce à fond histoire de craquer vraiment le système? Ou est-ce que, voilà, j'ai besoin de diversifier, soit pour élargir la cible, soit pour éviter d'être dépendant d'un seul? Et ça, c'est aussi le risque. Ouais. Après, je pense que le vœu, j'en sais rien, j'extrapole, mais je pense que le vœu de chaque entrepreneur qui a lancé sa marque, c'est d'avoir besoin de personne pour la distribuer. Ouais, C'est d'être idéalement. suffisamment connu pour se dire, bah, le seul moyen de m'acheter, c'est de venir sur ma marque. Mais en fait, quand on regarde toutes les marques Mmh. à succès d'aujourd'hui, elles sont vendues par des distributeurs. Mmh. Donc, on adorerait que les gens viennent que sur son site, parce qu'on garde toute la marge, Bien sûr. etc. En tout cas, on peut l'optimiser. La réalité est tout autre. Mmh. Je pense qu'il faut s'ouvrir à des canaux de distribution, même si ça a un effet dilutif en marge.
parce qu'en fait, c'est tout un système qui travaille pour vous et vous n'êtes pas que le système. Puis le modèle, finalement, on est en train de parler du modèle B2B2C, il est très répandu dans plein de secteurs. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne généralement. Mais avec cette question de comment tu fais finalement pour, toi, travailler le B2C final, pour qu'ils te connaissent, et puis aussi pour peut-être récolter de la data, parce que l'intermédiaire, il te permet de faire des ventes, mais tu es du coup un peu aveugle avec, sur la liste des clients. En fait, tu sais pas qui sont réellement tes clients. Alors, non, Alors moi que je vous, savais. non, parce Ouais, qu'ils exactement. se connectaient sur votre site, et en tout cas, il y avait, vous aviez la carte. Ok. Ouais. Sur l'acquisition client, je pense que beaucoup de marques sont passées par plusieurs canaux. Ouais. Nous, notre canal principal, ça a été essentiellement le SEO. Ok. Donc, la visibilité sur les moteurs de recherche, type Google, où en fait, quand on cherchait un lieu, ou quand on cherchait week-end à Ouais. une ville ou une région, on était très bien positionné. Ok. Et c'est ça qui a fait la force, en tout cas, du positionnement. C'est un positionnement tactique. Le positionnement stratégique aurait été d'avoir une marque top of mind, et ça n'a pas été vraiment le cas. Alors, là, tu nous fais un petit teasing. Pourquoi, d'après toi, ça n'a pas été le cas? Il y a une histoire assez incroyable avec Weekendesk, parce que je vais dire, dans l'inconscient d'une génération, Weekendesk est associé au coffret cadeau. Pourquoi ? Parce qu'il s'avère que les premiers coffrets cadeaux qui sont arrivés sur le marché français s'appelaient Weekendesk. Et très rapidement, il y a eu une spin-off faite de Weekendesk, spin-off spécialisé dans le coffret cadeau qui s'est appelé Smartbox. Ouais. Et donc, en fait, pour beaucoup de gens, Weekendesk égale coffret cadeau. Alors que Weekendesk est une agence de voyage. Et Smartbox, c'est le coffret cadeau. Donc, pour ça que la marque était forte, mais finalement forte sur la mauvaise catégorie. C'est un spin-off, ça... donc c'est-à-dire que Smartbox appartient à Weekendesk? Smartbox est une spin-off de Weekendesk qui s'est vraiment spécialisée dans les coffrets cadeaux. Okay. Chacun a vécu sa vie pendant... des de équipes mémoire, différentes, des PNL différents, des structures différentes. Tout différent, okay. Tout différent, indépendamment d'un actionnariat commun, mais pour autant des vies différentes. Et il a fallu presque 15 ans, je crois, avant de les rapprocher à nouveau. D'accord, ok. Donc là, actuellement, c'est une seule et même entreprise? Weekendesk, maintenant, appartient à Smartbox. D'accord, ok. Ah, c'est drôle de le faire dans ce sens-là. Ouais. Ok, bon, tu vois, j'aurais pas pensé ça comme ça. Ok, donc tu dis, finalement, la marque, tu aurais rêvé d'une marque top of mind, etc. Pourtant, dedans, dans le nom Weekendesk, je veux dire, tu as le mot week-end, il y a pas mal de choses. Voilà, qu'est-ce qui, selon toi, a marché, peut-être pas marché, ou qu'est-ce que là, maintenant, avec le recul, tu ferais peut-être différemment? Je prends quelques instants pour vous parler de ma newsletter. Depuis 2020, j'analyse les décisions des entrepreneurs du top 5% pour comprendre comment ils ont construit des entreprises performantes. Le lien est accessible dans la description de l'épisode. Allez, retour à l'invité. Sur la partie branding, c'est ça ta question ? Je pense qu'il faut être très... Alors, je vais pas dire... Non, il faut être très notable quand on veut faire du branding. C'est-à-dire que, tu vois, en repositionnant la marque sur le spécialiste du court séjour local, on obtient une vraie identité. En revanche, le branding, ça se vit, ça s'incarne, et il faut un investissement assez massif, en fait, pour installer une marque et sa signature, pour associer Weekendesk avec le court séjour local. Il faut vraiment démultiplier les budgets. C'est pas avec 3-4 campagnes télé qu'on y arrive, ou des affiches métro, non, ou une stratégie de réseaux sociaux. Il faut beaucoup de temps, et globalement, il faut quand même pas mal d'argent. Pour une marque déjà existante. C'est ça presque qui est injuste, en fait. Une marque naissante a quasiment plus de chances d'y arriver plus vite qu'une marque qui existe depuis plus de 10 ans. De toute façon, on le voit, les exemples, tu prends Apple, tu prends Nike, tu prends McDo, ils investissent des milliards par an en publicité, et pourtant, c'est des marques top of mind sur leur secteur. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a quand même besoin de communiquer, quoi qu'il arrive, et peu importe ta marque, quelque part. Ouais. Et que si tu veux atteindre ces niveaux-là, effectivement, comme tu dis, c'est pas en investissant 10 000 euros. Exactement. Donc, c'est en ça, le branding est un sujet hyper... difficile pour des marques existantes ou existantes depuis quelques années. Et il faut rajouter un autre élément à tout ça, c'est la dimension de rentabilité. Parce qu'une marque qui existe depuis quelques années gagne de l'argent. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Gagne de l'argent.
Et donc, un investissement en branding, typiquement, on demande à n'importe quel dirigeant aujourd'hui, il faut aller dépenser quelques millions d'euros sur le branding. La première question qu'il va poser, en quoi est-ce essentiel? Qu'est-ce que ça me Qu'est-ce que rapporte? j'y gagne? Et là, bonjour pour la réponse. Parce Mhm. que qui aujourd'hui est capable de dire, si tu investis 1 million d'euros, tu vas gagner Mhm. X millions d'euros. On va lui dire, tu vas gagner telle exposition. Mhm. Ouais, les maths sont plus complexes à faire que ça, quoi. Ouais, alors bon, après, c'est aussi notre métier, donc t'as les équivalents publicitaires, t'as Bien d'autres sûr. choses effectivement pour arriver à justifier, mais c'est vrai que le branding, au-delà de se dire j'aime plus mon logo ou ma marque ou autre, c'est quand tu as envie de le changer, quelle est la raison derrière? Est-ce que c'est une évolution de gouvernance? Est-ce que c'est une évolution de cap? Tu parlais de vision tout à Ouais. l'heure. Là, ça a du sens de le faire plus que de s'amuser à changer la couleur de son logo, quoi. Ouais. Enfin voilà, nous c'est ce qu'on dit en tout cas à nos clients avec mon agence BuzzNative, c'est de dire, ok, quel est le fondement qu'il y a derrière pour arriver à voir si ça a du sens ou pas. Parce que pareil, hein, demain, tu as 25 boutiques, il faut changer 25 devantures Mmh. de boutiques. On voit vite le coup. Ça a un coût. On voit vite le coup. Enfin là, c'est plus tangible en tout Ouais. cas. Ok, alors tu parlais justement de rentabilité. Quel est le modèle de Weekend Desk? Comment? Parce que finalement, si tu achètes la nuitée plus l'activité, bon, t'en fais un bundle. Où est-ce que tu gagnes de l'argent? Et au final, j'imagine que la marge, elle est plutôt peut-être de 10, 20, 30% sur ce type d'offre. Donc il faut du volume. Ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer le modèle? Oui, alors en fait, quand on prend les deux composantes essentielles, donc logement plus activité, qui peut être restauration, on a deux commissions. On associe les deux commissions et ça forme notre commission. D'accord. C'est ni plus ni moins le même modèle que Booking qui ne fait pas de bundle, mais c'est ni Ouais. plus ni moins le même modèle. Donc nous, sur base de notre commission globale, on va dépenser, je pense qu'à l'époque c'était quasiment la moitié. En fait, on dépense quasiment la moitié pour faire du marketing En et de l'acquisition acquisition. client, Ok. et le reste étant de la marge brute, on va Oui, dire. mais qui paye les salaires, les charges, etc. Exactement, exactement. Ouais, donc il faut du volume. Il faut beaucoup de volume. Et Ouais. si moi j'ai mon établissement et que tu me dis, tiens, j'ai trouvé une activité avec laquelle on peut faire un bundle, est-ce que moi je paye pour être référencé chez Non, vous? non, tu Est-ce payes que pas. non, moi c'est gratuit, donc c'est que après, en fait, Ouais. c'est que bonus pour moi si je suis référencé chez vous. Oui, après, c'est toujours un sujet hyper difficile pour les hôteliers en particulier. C'est qu'eux aussi voudraient vendre en direct. Oui. Je pense qu'on aime les distributeurs autant qu'on les déteste. Hmm. Je pense que si demain on pose la question à un hôtelier, est-ce que vous aimez bosser avec Booking, il va répondre non parce qu'il lui prend trop d'argent. Néanmoins, s'il n'a pas Booking, est-ce qu'il Ouais, est-ce va qu'il aurait remplir booké? son hôtel? Ouais, Parce que la nuit du lundi, si elle n'est pas prise, elle ne sera pas vendue 2 fois le ouais. mardi, quoi. Donc elle est perdue. Alors toi qui bosses à l'international, est-ce que ça c'est typiquement français cette réaction ou pas? La réaction de? Bah, de se dire, ah tiens, non, ils me prennent trop, mais de toute façon, si ils t'avaient pas apporté, t'aurais rien eu. Alors non, je pense pas que ce soit typiquement français. Ok. En tout cas, je l'ai vu dans les... Non, c'est pas typiquement français. Ouais. On l'a vu dans les territoires dans lesquels on était. Dès lors qu'on prend une partie du revenu, euh, ça pique toujours un peu, quoi. Ça pique toujours un peu. Ah mais voilà, c'est une vraie réflexion parce que tu dis, bah, de toute façon, j'aurais rien eu, donc c'est pas grave s'ils te prennent 10, 20, 30%, C'est peu ça. importe le montant. Après, on apportait une catégorie de clients différente. On apportait Ouais. une catégorie de clients qui étaient des clients locaux et pas des clients internationaux qui venaient de loin et qui étaient que de passage. Nous, on ramenait des clients que l'hôtel lui-même aurait quasiment jamais pu adresser parce que quel hôtel va s'adresser au client Oui, qui est à 1 heure de l'hôtel? tu vas a priori pas dormir à 1 heure de chez toi Exactement. à Est-ce que les l'hôtel. Parisiens sont sensibles aux hôtels de Chantilly? Est-ce que spontanément ils se disent, tiens, si on allait passer un week-end à Chantilly, c'est pas sûr. Ouais. Pourtant, il y a des choses fantastiques à faire à Chantilly. Oui, il y a plein de belles choses. Très bien, donc ça c'est sur le modèle. Vous aviez que ce modèle ou vous aviez aussi d'autres lignes de revenus, d'autres... Alors c'était ce modèle-là pour l'essentiel. Et une fois qu'on a opéré notre rapprochement avec Smartbox, c'était presque très, très amusant en fait. On a fait renaître le coffret cadeau Weekend Desk en fait. Ok. Donc on l'a remis au goût du jour, mais en tant qu'agence de voyage. D'accord. Donc la Ok. différence c'est que Smartbox, on achète la possibilité de profiter d'un séjour sur une liste. Et nous, on a la possibilité d'offrir l'hôtel en particulier. D'accord. Donc c'est complémentaire. C'est complémentaire? Ah oui, complètement. Ouais. Ouais. En termes de justement profitabilité, rentabilité, Weekend Desk gagnait de l'argent ou pas? Alors non, au moment où j'ai pris la direction, Weekend Desk ne gagnait pas d'argent. Et une des discussions essentielles justement avec mon actionnaire de l'époque, ça a été on a deux voies face à nous.
soit on va faire de la croissance et il faut qu'on fasse de l'hypercroissance. On faisait de la croissance depuis des années, mais pas suffisante pour prendre une part de marché qui soit incontournable et qui apporte beaucoup de valeur à l'entreprise, enfin qui valorise beaucoup l'entreprise. Donc on faisait de la croissance mais pas assez dynamique. Et on perdait de l'argent. Donc soit on fait de l'hypercroissance mais ça va coûter beaucoup d'argent et ça va prendre beaucoup de temps, enfin 12-18 mois grosso modo, soit on regarde les comptes en face et on se dit il faut qu'on gagne de l'argent parce que la boîte avait une dizaine d'années. On n'est plus trop une start-up. Oui. On devient une PME qui ne gagne pas d'argent et qui croît honorablement, parce que la croissance était quand même honorable, mais on perd de l'argent. Et donc, je dis à mon actionnaire, moi, je peux emmener les boîtes dans les deux directions. Moi, je recommande d'aller travailler le retournement et la profitabilité, parce qu'il faut qu'on regarde la situation en face et qu'on prouve que le modèle est correct. Et donc, on va dans cette direction du retournement. Ok. Alors là, justement, super cas d'école et cas d'études. Tu arrives, donc tu as une boîte qui fait 90 millions, qui n'est pas encore profitable. Comment tu fais pour dire, OK, là, il faut que je prenne des décisions qui sont clés parce qu'il faut que je gagne en rentabilité. Est-ce que j'ai assez d'équipes, pas assez, trop d'équipes? Est-ce que mes marges sont assez élevées? Enfin, voilà, comment tu travailles ça? Tu as des outils à l'époque, tu as des matrices. Enfin, comment tu réfléchis en tant qu'entrepreneur pour dire, bon, OK, ma boîte, il faut qu'elle soit plus rentable ou plus profitable. Quelle décision je prends? En fait, c'est pas très glamour ce que je vais annoncer, mais c'est on prend les comptes et on épluche 100% des lignes. Toutes. Donc, d'abord, on prend la photographie globale macro-financière, puis ensuite micro-financière. Donc, quels sont les pays? Quels sont les taux d'annulation? Combien me coûte le marketing par pays? Quels sont les canaux qui me coûtent le plus? Comment est composée ma structure de coûts? Est-ce que j'ai des bureaux? Est-ce que mes bureaux sont suffisamment dimensionnés ou trop dimensionnés? Ensuite, on va aussi à l'échelle des équipes. C'est pas le plus fun, c'est pour ça que travailler la rentabilité, c'est aussi se poser des questions parfois difficiles et faire des choix difficiles. Donc, on regarde la structuration de ces équipes, on regarde les priorités sur lesquelles les gens travaillent, et ensuite, on rentre dans l'excellence opérationnelle. Il faut s'assurer qu'on travaille sur les bons sujets et ceux qui auront le plus d'impact, et surtout d'essayer d'éviter d'être sur ce que j'appelle les problèmes symptômes, plus que les problèmes racines. Est-ce que le problème que je suis en train de résoudre est un problème de surface ou est-ce que c'est un problème structurel? Parce que si je travaille que des problèmes de surface, j'aurais rien changé mon business. Tu mets des pansements, mais tu changes pas. Exactement. Et toutes les équipes seront chargées tout autant. Oui, pour elles, c'est le même effort. Et ensuite, on regarde toutes les dépenses. Tout l'argent qui sort. Donc, tous les outils, toutes les dépenses. On est allé jusqu'aux dépenses d'eau, de café. On a absolument tout fait. Et une fois qu'on a la vue globale, on choisit nos angles et nos batailles, on les cadence, on les communique aux équipes et on déroule. Et comment tu priorises? Pareil, là, tu as une matrice, tu as un outil. 80-20. Ouais, OK. 80-20. Il faut attaquer vite par ce qui va apporter le plus. Parce que malgré toutes nos estimations, etc., l'impact de ce qu'on a pu voir dans les comptes peut avoir un impact différent dans la vie hors Excel. Bien sûr. Parce que dans Excel, on fait de la magie. Mais, et donc, en fait, 80-20, et on attaque directement par les sujets les plus difficiles. Ok, donc après, tu te fais une roadmap, un plan d'action, et tu dis, ok, bon, bah voilà, ça, c'est ma priorité. Je coupe ces dépenses-là ou autres, ou je travaille sur ça. Et comment tu fais pour calculer aussi le coût opportunité, ou en tout cas ce que tu pourrais gagner de prendre telle ou telle décision? Parce que parfois c'est simple, tu dis bon bah ok, je commande moins de café ou je change de fournisseur, bon, ça tu arrives à le chiffrer assez vite. Mais après de dire on va changer l'organisation, ou alors on va peut-être enlever un ou deux profils, ou peut-être organiser autrement les équipes, arriver à le quantifier, c'est jamais très simple. Non, mais après il y a la partie la plus visible, en tout cas au moment de la prise de décision, c'est assez simple. C'est qu'est-ce que j'y gagne, ça coûte combien et qu'est-ce que je risque et en combien de temps. Une fois que j'ai cette matrice-là, je suis en capacité de décider. Mais il faut essayer de limiter au maximum la dimension instinctive dans la prise de décision. Parce que l'instinct, parfois, est un bon conseiller, mais parfois, en fait, est un très mauvais conseiller. Et donc, il faut pondérer impérativement ça, et chaque prise de décision doit passer par
ce prisme-là. Hmm. Donc, avoir cette matrice de prise de décision. Ok. Et ça, tu le fais tout seul? Tu le fais avec Non. ton équipe? Non, je le fais toujours avec l'équipe. Ouais. En tout cas, mon COMEX. Toujours avec l'équipe. Par contre, celui qui prendra la responsabilité, c'est moi. Qui prend la décision et la responsabilité, c'est moi. Ouais, donc tu leur dis voilà les options qu'on a devant nous et sur laquelle on s'engage ensemble. Ouais. Ah, tu viens de dire quelque chose qui est clé. C'est déterminant parce que imagine que une option, celle qui va être choisie, ne fait pas l'unanimité. Hmm. Il faut impérativement éviter de s'auto-torpiller et de laisser au sein de son COMEX, donc sa garde rapprochée, la dimension de celui qui va dire « de toute façon, j'étais pas d'accord ». Non. On est une équipe, on a décidé de faire ça, même si au final, on n'était pas tous d'accord. À partir du moment où on l'a décidé, on est tous alignés. Et ça, il faut accepter d'être très clair dans sa règle d'engagement vis-à-vis de ses équipes à soi pour dire tout le monde a présenté ses options, le choix qui est fait, c'est celui-ci. Maintenant, on est tous derrière ce choix. Et comment tu fais, toi, pour t'assurer de ça, justement? Parce que c'est complexe, finalement, après, dans le temps. Je pense qu'il faut donner les règles du jeu. Il faut donner les règles du jeu. Alors, ça paraît presque plus facile aujourd'hui, rétrospectivement. En fait, en vrai, quand tu es dans l'action, c'est jamais aussi binaire. Hein. Tu te rends compte que c'est au moment du COMEX que tu as eu la bonne phrase. Tu as eu on est d'accord que si on va là-dessus, même ceux qui ne sont pas d'accord, on est tous derrière cette décision. En fait, être d'accord sur le désaccord. Exactement. Et il ne faut pas créer ce type de moi, j'étais pas d'accord avec cette décision. Oui, parce que si le COMEX n'est pas engagé, comment tu vas engager le reste de l'équipe? Impossible. Et par contre, si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'ils le disent. Et c'est souvent d'ailleurs dans le désaccord qu'on améliore des prises de décision. Quelqu'un qui n'est pas d'accord va exposer souvent un risque qu'on a peut-être sous-estimé, qu'on n'a peut-être carrément pas vu. Et après, on peut en prendre considération et dire effectivement, c'est un bon point. Maintenant, comment est-ce qu'on limite ce risque? Donc toi, t'as pris quelle décision justement et en combien de temps t'as réussi ou pas d'ailleurs à rendre rentable la boîte? La boîte, on l'a rendue rentable en une dizaine de mois. En Rapide, 10 mois. Finalement. Ouais. Alors, pour une taille de cette boîte-là, pour une Ouais. boîte de cette taille-là, je veux dire. Ouais, on l'a rendue rentable en une dizaine de mois, en étant au global, parce qu'au moment où je propose d'aller sur la rentabilité, je sais très bien ce que ça sous-entend. Ça sous-entend potentiellement de faire un gros cut une coupe dans les équipes. Et globalement, elle a été plutôt limitée. À quelques postes, mais c'est toujours à faire, mais en tout cas, ça a été limité. En fait, le gros a été trouvé dans les dépenses, la repriorisation sur les bons sujets, et une fois qu'en fait, on a moins de sujets à faire, on dépense moins pour aller en explorer plein d'autres, et on exécute plus vite, plus fort. Donc là, ce que tu dis, c'est intéressant aussi, dans le sens où souvent, on se dit que pour aller faire plus, il faut dire oui à plein d'opportunités, plein de choses. Mais en fait, décider, c'est savoir dire non, surtout. Et donc, dire non à tout ce qui n'est pas prioritaire, les mettre de côté. Alors oui, ça veut dire que tout n'est pas parfait dans l'entreprise, mais ça, ok, on verra plus tard, parce que ce sur quoi on doit focaliser, c'est ça. Et ça, c'est très difficile pour beaucoup d'entrepreneurs. En fait, il y a des entrepreneurs qui ont aussi dans leur vision, à avoir tout de suite les potentiels. À aller se dire, si je suis ici, je pourrais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. La réalité, c'est qu'il vaut mieux... Enfin, notre job, c'est aussi de dire non à 80% du temps, en fait. Ouais. Pour rester très, très focus sur ce qui doit être exécuté. Et ça, c'est pas évident. C'est un travail de tous les jours. Mais, et c'est pour ça qu'il faut faut être entouré. On n'a pas besoin d'avoir une équipe forcément de 10 personnes dans son COMEX, mais ne serait-ce que d'avoir un lieutenant qui n'est pas comme nous, qui va apporter ce contrepoids. Et cette dimension d'équilibre, ça permet de se protéger de ça. Ok. Écoute, super intéressant. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de positif de cette expérience-là, qui aujourd'hui t'aide dans tes autres aventures entrepreneuriales? Il y a plusieurs choses. Il y a accélérer la prise de décision. Parfois, il vaut mieux une décision prise et une mauvaise décision prise que pas de décision du tout. Laisser le flou est source de
Bah, ne pas 1000 problèmes. ne pas décider, c'est déjà décider. Et oui, alors, sauf que c'est rarement aussi affirmé. Oui. C'est rarement dit de cette manière-là, en disant Ouais. j'ai décidé de pas décider. Ouais, Ça, à la rigueur, c'est plutôt assumé. ouais. En revanche, c'est rarement ça. Souvent, la C'est conséquence, plus, c'est je laisse un peu filer. exactement. Et puis du coup, c'est une charge pour beaucoup de gens, en fait. Mmh. Parce que beaucoup de gens vont se dire peut-être qu'on va faire ça, donc ils commencent à y travailler, à y réfléchir. Non, donc décidez plus vite. Le deuxième point, c'est sur la culture de la performance. Donc, il y a à la fois la culture de boîte et la culture de la performance, c'est-à-dire être très très clair sur sur notre objectif et comment est-ce qu'on va à ce but-là. Quelqu'un qui veut remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques dira toujours je veux une médaille d'or aux prochains Jeux Olympiques. Ouais. Donc, il faut être très clair. Donc ça, c'est ce que je retiens. Et le troisième, parce que tu parlais en introduction de ne pas cacher les choses aux entrepreneurs qui nous écoutent, arrêter de considérer sa propre énergie comme une ressource illimitée. Mmh. C'est et on peut s'en rendre compte trop tard, mais avec les dirigeants là que j'accompagne, souvent ils me disent ouais, enfin, je travaille comme un fou, regarde mon agenda, et quand je vois l'agenda, en fait, c'est pare-choc contre pare-choc, il y a du meeting de 8h à 19h, et ils me disent je travaille comme un fou, et je regarde, et je dis bah, bonne nouvelle, tu es un organisateur de réunion, mais à quel moment tu travailles? Mmh. Mais il me dit mais c'est ça mon travail. Je dis, bah, ok, qu'est-ce qui se passe dans ces réunions? Bah, en fait, on me parle des chiffres, ok, donc tu as été spectateur, mais à quel moment tu as cette capacité de recul pour assurer ta vision, la dérouler et faire des bons choix? C'est pas organiser des réunions. Mmh. Donc ça, c'est sur l'aspect très au jour le jour. Et après, il y a sur sa propre résistance à soi. À un moment, il faut aussi gérer son agenda et gérer sa propre énergie. Parce que quand les crises arrivent, elles préviennent pas et elles peuvent être très violentes. Qu'est-ce que c'est selon toi le rôle de l'entrepreneur du coup? Ou du dirigeant? C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'IA, tu vois, je pense que si tu poses cette question il y a 2 ans, aujourd'hui et dans 2 ans, je ne sais pas si ça aura toujours exactement la même définition. Euh, la- le rôle de l'entrepreneur ou le rôle du dirigeant, c'est d'établir une vision et de s'assurer qu'on atteigne cette vision. Mmh. Maintenant, à l'ère de l'IA, qui arrive et à une vitesse phénoménale, ma vision du dirigeant avec l'IA est peut-être un peu différente de la vision de l'IA aujourd'hui. Je ne vois pas l'IA que comme étant un outil qui aide à la productivité individuelle. Je pense que les gens qui ont l'habitude de travailler différentes dimensions dans une entreprise, financière, marketing, vente, design, etc., ceux qui savent gérer cette complexité, eux vont être accélérés par l'IA. Mmh. Et donc, la vision d'un entrepreneur, là, dans ce contexte-là, c'est probablement d'aller construire très rapidement de nouveaux modèles business. Mais l'IA ne remplacera pas la prise de décision, ne remplacera pas d'être de prendre des décisions, comment dire, sans conséquences. D'ailleurs, les conséquences, l'IA s'en fout en fait. Mmh. Quand on pose des questions à ChatGPT en disant qu'est-ce que tu penses de ça, il trouve toujours tout fantastique en réalité. Ah, super idée, génial. Et en fait, il n'y aura pas cette responsabilité. Donc, le rôle du dirigeant, c'est de prendre cette responsabilité aux yeux de ses clients, aux yeux de ses actionnaires s'il a des actionnaires, et aux yeux de ses employés s'il a des employés. Donc, pour moi, ça serait le rôle du dirigeant. Et dans son quotidien, là tu parlais de la journée back-to-back, que des rendez-vous, que des meetings. Pour toi, un dirigeant, il doit avoir un agenda plein, au contraire, il doit avoir un agenda vide. Comment? Euh, je vais pas te faire une réponse de Normand, un peu des deux. Ça Non. dépend. Non, ça dépend. Vide, vide. Je suis pas sûr qu'ils doivent être vides. Par contre, plus proche du temps alloué aux vrais sujets qui auront de l'impact sur la boîte, oui, clairement. Du vrai temps de travail, du vrai temps pour aller voir les compétiteurs, aller discuter avec eux, aller voir son marché, discuter avec ses clients, discuter avec ses équipes aussi, mais du temps pour ça. Et son temps doit être concentré sur la prise de décision. Mmh.
on dit qu'un dirigeant est un décisionnaire, donc il doit décider. Et il doit décider, je disais tout à l'heure, sur des problèmes racines et pas des symptômes. Alors, qu'est-ce que tu dirais justement à un entrepreneur qui nous écoute, qui est un peu perdu sur son agenda, qui se dit: «OK, je dois prendre des décisions, mais je sais pas toujours comment faire». Ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais pour qu'il puisse, voilà, aujourd'hui être accompagné? Parce qu'on le voit en France, hein, 95% des TPE en France, c'est des boîtes qui font 470 000 € de chiffre d'affaires en moyenne. Ils ont quelques collaborateurs, ils sont là, ils se disent: «Bah, comment je prends moi ces décisions-là? J'ai pas d'outils, je sais pas comment faire, et cetera». Voilà. Ce serait quoi toi le retour au regard de ce que tu viens de dire, pour dire: «Bah, voilà les tips pour prendre les bonnes décisions»? Alors, il y en a un qui paraît évident, mais il est loin d'être facile. C'est de savoir à quelle question on veut répondre. Donc avant de chercher des réponses, c'est poser la bonne question. Exactement. Poser la bonne question. Et il y a un bon tips pour réussir, c'est que la question doit démarrer par comment. Comment Parce t'as que fait? comment t'as fait? Magnifique. Pourquoi? Parce que le comment oblige à une introspection, à une réflexion obligatoire. Et plus on va rentrer dans le comment gagner plus d'argent pour Ouais. ma boîte l'année prochaine, très bien, c'est un bon début. Maintenant, il faut creuser ce truc-là. Comment ma ligne de production sera plus rentable sur ce territoire-là, de cette manière-là? Là, déjà, j'ai une question qui devient racine. Ouais. Donc, un, avoir une question qui soit parfaitement claire. Deux, lister les options possibles. Et surtout, les options possibles, ça doit justement jamais être binaire. Je le fais, je le fais pas. Et le cerveau a tendance à nous présenter toujours deux choix. En disant, je le fais, je le fais pas, je prends cette décision, je la prends pas. Non. Il faut essayer idéalement d'avoir 5 options. Est-ce que j'ouvre un nouveau marché? Est-ce que j'augmente mes prix? Est-ce que je baisse mes coûts? Je liste mes options. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est j'associe les risques à chacune de ces options. J'augmente mes prix, je vais perdre des clients. Je baisse mes coûts, merde, je vais perdre des équipes, etc. Et quels sont les etc. plus, les moins de chacune des options? Exactement. Alors, plus et moins, faut faire attention, parce que plus-moins, ça crée un biais, parce que souvent, quand on fait les pour et contre, on a déjà la réponse, en fait. Donc, Oui. pour, j'y vais, contre, j'irai plus tard. C'est pas, j'y vais pas. Donc, pour, contre, c'est pas... Donc, c'est plutôt lister les risques inhérents à chacune de ces options. Et en étape suivante, c'est décider. Donc, ça me coûte combien? Ça me rapporte quoi? Ça prendra combien de temps? Et ensuite, c'est le communiquer. Parce que donc il y a l'exécuter et le communiquer. Si on ne le communique pas, c'est pas une décision. Donc, il faut le communiquer et ensuite, on déroule. Bon. Dernière question pour toi. Tu as parlé tout à l'heure de problèmes, symptômes ou racines. Comment tu fais la différence entre les deux? Eh ben, par la clarification de cette question. Ouais. Par la clarification de la question. Et on s'en rend compte assez vite quand on discute avec quelqu'un qui nous dit comment augmenter mon chiffre d'affaires l'année prochaine. C'est très superficiel en réalité comme question. Il faut aller la creuser pour se dire pourquoi augmenter son chiffre d'affaires. Est-ce que je veux augmenter mon chiffre d'affaires pour augmenter ma top line, donc, ou est-ce que je veux augmenter mon chiffre d'affaires parce que ma rentabilité globale n'est pas assez grosse? C'est deux choses radicalement différentes. Ouais, pourtant, la question est la même. Tu prends pas les mêmes décisions. Exactement. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, dans les échanges que j'ai avec les dirigeants que j'ai aujourd'hui au quotidien, qui ont pour objectif de prendre des meilleures décisions pour que ça se voit sur leur EBITDA, c'est ce qui les anime, en fait. Parce qu'il faut que ça se voit sur les EBITDA. Oui, bien sûr. C'est un peu le scoreboard, quoi. C'est le tableau de score à la fin d'année que tu regardes. C'est comme ça, Ouais. à la fin de l'exercice. Ça te permet de jauger où est-ce que tu en es par rapport à ta poursuite d'objectifs. Et puis, est-ce que déjà la boîte est rentable et arrive à subvenir à toutes ces charges. Écoute, merci beaucoup, Sébastien. Super intéressant. Merci pour ce partage d'expérience. Et puis, pour vous qui nous écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, bref, partout, vous nous trouvez, c'est facile. Si vous voulez découvrir donc des parcours d'entrepreneurs, inscrivez-vous également à la newsletter et puis partagez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. À très vite pour de nouveaux échanges. Bye.